Le destin est une chose bien étrange. Et un jour, Kikolo devint célèbre. Il était chez lui et personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours de suite. Pour cause, il n'avait pas mis le nez dehors. Pour on ne sait quelle raison, un agent de la mairie de Quatre-Bornes débarqua chez Kikolo, accompagné d'un autre au visage pincé. Ils frappèrent aux vitres sales. Personne ne répondit. Ils firent le tour de la maison et aperçurent Kikolo à travers une fenêtre. Il était assis en position de lotus, adossé contre un mur, et ne bougeait pas. L'agent toqua un peu plus fort. Kikolo ne scia pas. L'autre au visage pincé finit par cogner carrément au carreau et à appeler, mais sans aucune réaction de Kikolo. Ils firent à eux de tant de bruit que cela attira l'attention d'une voisine qui faisait sa lessive. La curiosité l'ayant facilement emportée sur l'hésitation, elle vint voir ce qu'il en était. Ils déclinèrent leur identité et celui au visage pincé se déclara un huissier. Avec la voisine, ils s'aperçurent que la porte arrière était entr'ouverte. Ils entrèrent ensemble et ce qu'ils virent les stupéfièrent. Du front de Kikolo immobile coulait un liquide visqueux. Cela dégoulinait lentement sur ses joues pour se perdre dans sa barbe. L'agent de la mairie lui toucha l'épaule. Kikolo était froid comme du marbre. Il récupéra du bout des doigts un peu du liquide, le huma avant de le goûter et comprit ce qu'était cette lourdeur sucrée qui planait dans l'air. Le corps de Kikolo produisait du miel. La voisine y vit tout de suite un signe des dieux, sortit alerter tout le quartier à grands cris. Les gens vinrent voir. Alors, on dit que Kikolo était mort en sein. Pendant que l'agent municipal et l'huissier se rendaient au poste de police pour signaler la chose, la nouvelle se répandit dans les environs. Descendit jusqu'à la Louise, se faufila vite fait vers Rosille, remonta sur Moka et Curpipe. Cela devint une rumeur grandissante. Un ivrogne était mort en sein. La police vint constater ce qu'il en était. L'officier de police demanda aux personnes présentes de ne toucher à rien et secoua Kikolo. Celui-ci ne bougea pas d'un pouce. Il était raide comme une statue et froid comme un cadavre. Il inspecta la maison. Ceux qui ne connaissaient que l'ivrogne découvrirent un Kikolo instruit comme une encyclopédie, et ceux qui se rappelaient de celui d'avant l'existence de Kikolo secouèrent la tête. Sa chambre était une véritable bibliothèque. Il y avait partout des livres et des livres. Des livres saints, des livres d'histoire, des livres de Socrate, d'Ovide, de Platon, de Saint-Augustin, d'Homère, de Plaute, d'Hérodote, des livres de Marx, des livres de poésie, des romans, des livres dont personne n'avait jamais entendu parler sur le tantrisme, le yoga, des livres sur toutes les civilisations du monde, des livres, des livres. Certains étaient ouverts. Un agent reçut pour assistance de demeurer sur place car ce cas relevait de la police. Le médecin légiste devait venir. Mais les gens du quartier avaient déjà commencé à s'organiser pour une veillée mortuaire. Ils cherchèrent également un avis éclairé sur ce mystérieux phénomène. Aussi dépêchèrent-ils quelqu'un chercher le pandit, qui se déclara perplexe, puis vint le prêtre de la paroisse Sainte-Anne, puis le poussari,
du temple tamoul de Palma, puis l'imam de la mosquée de Quatre-Bornes. Tous dirent la même chose. Kikolo était un saint homme. Entre-temps, la nouvelle avait atteint Port-Louis. Tout le monde en parlait à la gare routière, autour des marchands de dalles pourries, sur la place des taxis, dans les autobus. Elle grimpa jusqu'aux salles de rédaction, franchit le seuil du bureau des rédacteurs en chef. Des gens décidèrent de s'en rendre compte de leurs propres yeux. Ils débarquèrent en bus et en voiture, contemplèrent ce prodige avec respect, crainte ou circonspection avant de s'en aller. D'autres venaient allumer des bâtonnets d'encens, déposer des fleurs devant Kikolo transformé en statue. Des journalistes de la presse écrite arrivèrent, accompagnés de photographes qui mitraillaient avec leur appareil à flash. Ils questionnèrent les voisins, demandèrent toutes sortes de détails sur la vie de Kikolo. Ce fut en pleine nuit que le médecin légiste arriva. Il examina Kikolo et décréta que ce dernier respirait très légèrement, que son cœur battait très faiblement et que donc Kikolo n'était pas mort. Cela jeta la consternation sur les gens. La veillée mortuaire n'avait plus lieu d'être. Que faire ? Une seule certitude émergea solide comme du vrai béton armé. Kikolo était vraiment un saint. Le médecin voulut lui injecter du sérum. Les gens s'opposèrent, se récrièrent. On ne touche pas à un saint, c'est de la profanation. On n'allait donc pas faire ça à Kikolo. Et les gens de colportaient l'information. Kikolo n'était pas mort. Kikolo vivait encore. Il était comme mort et pourtant il vivait toujours. Cela affûta la curiosité et l'attroupement devint encore plus important. Toute la nuit fut d'une intense animation et jamais route bassin n'avait connu un tel embouteillage. Le lendemain matin, les journaux faisaient honneur à Kikolo avec des photos de lui sur la première page. On s'échangeait les titres pour comparer ce qu'avaient écrit les journalistes. Les députés de la circonscription et quelques ministres vinrent rendre visite pour se recueillir 1 minute devant l'ivrogne et serrer beaucoup de mains. La télévision arriva avec ses grosses caméras. On chercha la voisine pour l'interviewer. On demanda aux hommes religieux d'expliquer le phénomène. Et le soir, les informations télévisées s'ouvrirent sur le visage impassible de Kikolo aux yeux fermés. Les gens des villages où il avait l'habitude de se rendre arrivèrent en délégation. Ils apprirent aux gens comment ils le connaissaient. Des journalistes qui étaient restés sur place questionnaient, prenaient des notes fébriles. Tout le pays en parlait et il n'y avait plus une seule personne qui n'était pas au courant. Même des touristes venaient voir ce miracle. Des gens recueillaient le miel qui continuait de couler du front de cet homme et se le partageaient religieusement. En plus d'un saint homme, Kikolo était maintenant devenu une vedette nationale. Sa notoriété n'allait pas tarder à franchir les eaux territoriales. En effet, des journalistes de l'île de la Réunion prirent l'avion pour couvrir l'événement. Les gens du quartier se gonflèrent comme des pans mâles et expliquèrent de leur mieux que Kikolo était la bonté personnifiée. L'unique homme incapable à leur connaissance de faire du mal à une mouche. Et que tout le monde l'avait toujours soutenu. Parce qu'on avait toujours su que Kikolo était quelqu'un de pas comme les autres.